monde. Mais Raphaël Steinville, Gabriel Cluzel, c'est vrai qu'on avait l'impression que la Suisse était un pays sûr, un pays presque parfait où régnait ordre et sécurité. Et c'est vrai que ce qu'il s'est passé, et c'est vrai que Gabriel Cluzel, vous le disiez hier chez nos confrères, chez nos amis de CNews, ce qu'il s'est passé en fait nous rappelle que personne n'est à l'abri. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Il y a une dimension assez effrayante, peut-être un peu irrationnelle, hein, parce qu'évidemment, dans tous les pays, il peut arriver des drames, mais la Suisse est le symbole déjà de la neutralité, de la prospérité, et puis d'un pays où on respecte les règles, les normes, où finalement il ne se passe rien. Voilà. Et c'est vrai que l'horreur de ce drame est peut-être décuplé. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes. Alors c'est une boîte de nuit qui, contrairement à la plupart, recevait des mineurs. Oui. Beaucoup d'enfants entre 16 et 17 ans, j'ai cru comprendre. Hein. Moi, on m'a même parlé d'adolescents qui étaient dans cette boîte de nuit et qui connaissaient un peu mes enfants. Vous voyez, donc je suis assez touchée personnellement en tant que mère de famille. On a vu une mère de famille dire écoutez, je ne retrouve pas mon fils, je le cherche partout, et qui est de 2009. Vous imaginez, et parce 2009. Qu'actuellement, beaucoup se rendent sur place pour tout simplement rechercher leurs proches. On en est là aujourd'hui. Et alors ça rappelle deux drames, mais peut-être que nous allons en parler. Hein. Avec Un Michel qui Chevalet, s'est parlé en 2016, ce qui est passé en 2016. Rouen, au Voilà, Cuba-Libre. Rouen, et un autre encore plus loin, en arrière, En Isère. en 70. Il y avait En Isère, effectivement. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment terrible. Je crois que nous nous sentons tous touchés. Je rappelle qu'on est avec Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville et puis Michel Chevalet, que j'accueille en studio. Bonjour Michel, merci infiniment de vous rendre disponible pour vous. On ne vous présente plus, mais je rappelle peut-être pour les plus jeunes d'entre nous que vous êtes journaliste scientifique et nous aurons besoin de vos lumières durant cette émission. J'accueille également en duplex, comme on dit, de Crans-Montana, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Charles, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1, êtes arrivé hier sur place. J'aimerais, avant de vous entendre, Jean-Luc Boujon, qu'on puisse entendre l'un des nombreux témoignages que vous avez recueillis donc pour Europe 1. Pour moi, c'est comme si on avait meurtri une partie de moi, en fait. Crans-Montana, c'est là où j'ai grandi, et c'est comme si on m'avait touché en même temps. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Il y a des familles, il y a des gens qui doivent vivre avec ça maintenant. On est tous en deuil, c'est horrible, que ce soit les enfants, les parents, on est tous... il y a eu je sais pas combien de soins intensifs, c'est juste horrible. Voilà pour ces témoignages que vous avez recueillis, Jean-Luc Boujon. J'en profite pour saluer la qualité de votre travail, malgré la gravité de l'instant, évidemment. Alors, très concrètement, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui, Jean-Luc Boujon, sur ce que vous voyez, sur ce qu'il s'y passe et sur, j'imagine, ces centaines de proches qui viennent sur place pour tout simplement voir ce qu'ont vécu leurs proches, leurs amis, leurs familles, leurs fils, leurs filles. Comment ça se passe en fait sur place, Jean-Luc Boujon ? Oui, vous avez raison, parce que on peut depuis ce matin s'approcher davantage de ce bar qui s'appelle la Constellation. Hier, le périmètre était assez important, on voyait des bâches un peu au loin, et là, ce périmètre a été réduit, et donc on se trouve, nous, les journalistes, et puis également les habitants de Crans-Montana, on se trouve à quoi, une vingtaine, une trentaine de mètres, donc on voit l'enseigne, la Constellation, on comprend un petit peu mieux la configuration des lieux, avec une salle en haut vitrée, et puis il y avait ce sous-sol d'où est parti le feu, qui n'est pas évidemment visible, puisqu'il y a des bâches protectrices, mais on comprend un petit peu mieux. Alors effectivement, il y a des proches, pas trop ce matin, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'habitants qui viennent se recueillir, qui viennent apporter des bouquets, des bougies, etc. Parce que l'émotion est toujours vive. La vie reprend son cours. On est dans une station de ski, donc on voit des gens passer avec des skis. Mais beaucoup ont décidé justement de ne pas aller skier aujourd'hui, et tellement ils sont bouleversés par ce drame. Et donc ils viennent à proximité pour partager quelque chose, parfois un peu dans le silence, parfois avec des regards, parce que vraiment ce drame a traumatisé tout le monde ici. Et alors vous avez, Jean-Luc Boujon, rencontré quelques rescapés, si j'ose dire. Tous évoquent à votre micro une scène presque apocalyptique, c'est le mot. Absolument. Alors, j'en ai rencontré certains qui étaient devant, qui n'avaient pas pu rentrer, parfois pour des raisons financières. L'entrée coûtait
trop cher. Et encore, apparemment, c'était un bar où on pouvait rentrer qui était un peu le moins cher de la station. Donc ils ont vu en fait les flammes se propager extrêmement vite. D'abord de la fumée, ensuite les flammes. Et puis les gens essayaient de sortir, de casser les vitres avec des chaises. Puis ensuite sortir avec des blessures incroyables. Il y a même quelqu'un, un jeune, qui m'a raconté que lui, il essayait de resquiller d'une certaine façon parce qu'il y a quelques mois, il avait pu rentrer avec le code sur le côté. Et donc il demandait à son copain le code pour pouvoir entrer dans le bar parce que lui n'avait pas assez d'argent. Et finalement, ce copain ne se souvenait plus du code. Et donc il n'a pas pu rentrer. Et juste après que ce copain lui dise j'ai pas le code, explosion et les flammes. Et donc il se dit voilà, j'avais une petite étoile, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Et donc il a assisté ensuite à la sortie des gens, il les a un petit peu aidés. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Et à l'instant, il y a quelques minutes avant que vous me donniez la parole, je viens de recueillir les témoignages de Ferdinand, 19 ans, qui était à l'intérieur et qui m'a décrit, il était avec des amis, il m'a décrit comment ça s'est passé. Il me confirme qu'il y avait bien ce passage de bouteilles avec ces bougies étincelantes, cette serveuse qui monte sur les épaules de son collègue, et les étincelles qui lèchent le plafond. Le plafond, on le voit bien sur les images qu'il m'a montrées, les photos qu'il a pu faire, les vidéos qu'il a pu faire. On voit bien cette mousse isolante qui a pris feu, mais immédiatement. Et ensuite, un embrasement total. Lui a essayé d'aider, il a vu que c'était compliqué, il a essayé de rassembler ses amis. C'était une scène très très difficile à vivre. Lui est sorti indemne, mais son petit frère vient de me le dire, donc qui est mineur, lui fait partie des brûlés. Il a été transféré à l'hôpital de Lyon, où il est soigné actuellement. Il est dans le coma, donc il était absolument bouleversé. Là, je viens de recueillir son témoignage. Merci infiniment, Jean-Luc Boujon, d'avoir été parmi nous ce matin sur Europe 1 en direct donc de Crans-Montana. Je rappelle évidemment que nous vous retrouverons dans le journal de 13h, celui présenté tout à l'heure par Rudy Sada. Je le disais en préambule, nous sommes avec Michel Chevalet. Merci encore, Michel, d'être parmi nous ce matin en direct et en studio sur Europe 1. Alors les autorités suisses l'ont précisé dans la journée, dans la matinée, l'enquête sera longue et fastidieuse. Je referme les guillemets. Mais quand même si actuellement l'origine du feu n'est pas connue officiellement. Officiellement, il y a fort à parier pour que l'origine du drame vienne de cette fameuse serveuse qui avait des bougies scintillantes, et les bougies scintillantes ont tout simplement embrasé une sorte de plafond en mousse isolante, c'est ça? Logiquement, parce que c'est pas la première fois qu'on utilise ce genre de bougies, elles sont en vente libre aussi. Logiquement, elles ne peuvent pas mettre le feu, logiquement. Logiquement. Or là, on était dans des conditions particulières par le nombre de ces bougies. Ce sont les images que l'on voit. Et les témoignages sont là. On se fie qu'aux témoignages, puisqu'il n'y a pas de rapport scientifique actuellement. Et on dit qu'immédiatement, évidemment, le revêtement en polyuréthane qui est collé au plafond. Alors, un revêtement en polyuréthane. C'est la mousse de polyuréthane, ce sont des plaques de mousse de polyuréthane. Voilà, à base de plastique. Oui, c'est un plastique. Mais c'est un plastique qui a l'inconvénient, d'être il n'est pas ininflammable. On sait qu'il peut brûler. Et quand il brûle, il se propage très vite. Il fond. Et donc tombe sur les gens. On le voit sur quelques images. On voit le plastique en fusion qui tombe sur le bar, enfin sur les gens, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y aurait eu 40 personnes, auraient pu se mettre dans un coin. Mais là, on parle de 200 personnes, dans un espace assez réduit, dans une cave, en quelque sorte, vous voyez, avec un plafond aussi très bas. Il faut voir la logique des lieux. Et donc, ça fond, et ça dégage des gaz toxiques qui contiennent du cyanure. Donc, toxique. Tout est dit. Oui, et tout est dit. Donc, vous avez les gens, il y a la panique. Vous imaginez bien, le feu, il recule. Les gens qui commencent à brûler parce que ça tombe sur les vêtements, et les vêtements en tenue de soirée s'embrasent, évidemment, et donc vous collent à la peau. C'est une horreur. Et donc vous ajoutez le vous entendez les cris au feu, et les gens se piétinent. C'est l'horreur. C'est le pire de ce qui peut arriver. C'est pas tout. C'est, je pense, s'il y avait, sans vouloir faire dans le scabreux, mais s'il y avait un classement des morts, je pense qu'on est dans un top 3 là. Voilà, clairement. C'est l'horreur complète. Et puis le dernier point, c'est qu'après on parle d'une explosion. Elle a bien eu lieu. Pourquoi ? Parce que vous avez des gaz chauds qui se sont accumulés. Il y a eu un appel d'air. Et l'appui d'air, c'est parce que des gens en surface ont cassé des vitres avec des chaises pour pouvoir eux-mêmes sortir sur la terrasse. Et aussitôt, donc l'air froid de l'extérieur est plus lourd que l'air chaud, est descendu rapidement par l'escalier.
Et donc, c'est un apport d'oxygène, et les pompiers vous disent, c'est ce qu'on appelle le blast. Immédiatement, il y a l'oxygène nécessaire à la combustion, et c'est une violente déflagration. Alors, sans vouloir présumer de l'enquête en cours, hein, je prends beaucoup de gants, Michel Chevalet, mais cet établissement est officiellement un bar. Mais là où ça s'est produit, ce drame, c'était en fait dans un aménagement un petit peu de fortune qui a été construit par les propriétaires, j'imagine au mépris des règles élémentaires de sécurité. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on parle de bar, et d'un bar, par extension, ça se fait souvent, qui est devenu boîte de nuit où on danse. Et à partir de là, la réglementation pour le anti-feu est complètement différente. Sur le nombre d'évacuations, le nombre de personnes à tenir, les issues de secours, le désenfumage, parce qu'immédiatement, dès qu'il y a l'alerte de feu, elle a retenti, l'alerte de feu, immédiatement doit se mettre en route un système de désenfumage pour éviter, parce que si vous avez la fumée, vous voyez rien. À quelle température, parce que c'est un espace clos, il y a plusieurs centaines de personnes, à quelle température ça peut monter? Au moment du blast, de l'explosion, on monte entre 600 et 800 degrés. Donc vous voyez que les gens, ça brûle les poumons, c'est horrible, bien sûr. L'espace de combien de temps ça monte à... C'est l'espace de quelques secondes, mais tout de même. Parce que c'est une explosion, c'est une onde de choc avec une flamme. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Michel Chevalet, ce drame n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé il y a 10 ans du côté de Rouen, au Cuba-Libre. Il y avait eu, je crois, de mémoire 14 morts à l'époque. Et puis surtout, ce qu'il s'était passé donc il y a 55 ans dans une boîte de nuit en Isère. Saint-Laurent-du-Pont. Effectivement. Et nous allons accueillir, juste après une courte pause, l'un des rescapés de ce brasier. Il y a eu plus de 140 morts à l'époque. C'était terrible, et on va accueillir dans quelques minutes, quelques secondes même, l'un des rescapés de ce drame. À tout de suite sur Europe 1. Et avec nous justement pour discuter des effets, des conséquences que peut avoir un drame comme celui-ci sur une vie, j'accueille Pierre Montillot. Bonjour Monsieur Montillot. Bonjour. Alors, pourquoi je tenais à vous avoir en direct ce matin sur Europe 1 ? Parce que, et nous le disions juste avant la pause, Monsieur Montillot, un incendie... j'allais dire similaire, mais bon, pas exactement, mais en tout cas, il y a quelques analogies. Un incendie dans une boîte de nuit avait causé en 1970 en Isère la mort de 146 personnes. Les circonstances sont certes différentes, mais ce qu'il y a de commun entre ces deux histoires, c'est que cet établissement où vous étiez il y a 55 ans, Pierre Montillot, cet établissement s'était à l'époque et à ce moment-là transformé en brasier. Vous êtes l'un des rescapés de cet incendie, et j'imagine au-delà de la souffrance et des sentiments indicibles que cela a réveillé en vous, ce qu'il s'est passé en Suisse, Pierre Montillot, j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes en colère parce que vous auriez peut-être aimé que le drame que vous avez vécu serve de leçon, et visiblement pas. Malheureusement, oui. Je suis souvent dans le canton du Valais et je suis triste de ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression de revoir les mêmes images que le 5-7. Et ce qu'a expliqué M. Chevalet, c'est vraiment ce qui s'est passé au 5-7. Oui, racontez-nous comment ça s'est passé à l'époque, M. Montillot. Alors moi, j'avais emmené ma petite fiancée au 5-7 et puis elle m'a demandé d'aller lui chercher une boisson au bar, en Martigny. Et c'est ce qui m'a sauvé, en fait. Et ça s'est mis à prendre feu assez rapidement et on entend crier au secours, papa, maman, on étouffe. Et puis d'un seul coup, c'est le feu sur tout le dancing. Ce qu'il faut expliquer, Pierre Montillot, pour recontextualiser ce qu'il s'est passé dans cette boîte de nuit le 5 à 7 il y a 55 ans. Si je me souviens bien, alors je n'étais pas né en 1970, mais si je me souviens bien, d'après ce que j'ai lu sur les articles d'archives, c'est qu'en fait, c'est un problème de chauffage dans la boîte qui a entraîné un incendie. Expliquez-nous ce qui s'est passé à l'époque, Pierre Montillot. Ah ça, je savais pas alors. Oui. Alors non, mais expliquez-nous. Peut-être que je dis n'importe quoi. Vous êtes tout à fait libre de me corriger, Pierre Montillot. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il y a eu un gigantesque incendie dont les causes sont toujours à ce jour inconnues ?
Voilà, c'est ce que. Voilà, apparemment, ouais, personne ne sait ce qui s'est passé, oui. Bon, alors Michel Chevalet, c'est un problème de chauffage avec de la mousse en polyuréthane, hein, c'est ça? Mais c'est les décors. C'est les décors qu'on préfère. C'est pas un plafond, là. Rouen, c'est le plafond. Oui. Mais là, c'est les décors. Effectivement. C'était la mode, c'était l'avènement du plastique, alors on mettait des grandes guirlandes, des grandes draperies, et voilà. Et c'est ça qui a pris. Bon, alors aujourd'hui, Pierre Montillot, 55 ans après, et votre témoignage est intéressant en ce sens. 55 ans après, vous gardez toujours un souvenir, bien sûr, hein, et le mot est faible, de ce qu'il s'est passé, mais surtout dans votre vie quotidienne aujourd'hui, en 2026, il y a toujours des conséquences de ce qu'il s'est passé, parce que je crois que vous dormez avec une corde sous votre lit, c'est ça? Qu'est-ce qui a changé depuis ce drame? En fait, oui, la corde à nœud attachée au lit, et en cas de problème, je sais que je peux passer par la fenêtre et m'en sortir si ça prend feu dans la maison. Si je regarde le soir que la cheminée soit bien éteinte pour être sûr de dormir tranquille. Si je vais dans un cinéma ou une salle de spectacle, je me mets toujours à côté des issues de secours. Je regarde tout de suite en entrant comment je vais faire pour me sortir d'affaire s'il y a un problème. Et là où je suis triste, c'est de voir qu'on a remis les tourniquets à la mode. On remet maintenant un petit peu des tourniquets de partout, alors que le 5-7, s'il y a eu autant de morts, c'est en grande partie à cause du tourniquet, du grand tourniquet. Raphaël Stainville, Gabriel Cluzel souhaitent réagir avec vous, Pierre Montillot. Oui, on comprend que les traumatismes perdurent, mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises après le drame du 5-7. Et donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, qu'on se condamne à revivre les mêmes choses, parce qu'au contraire de cette tragédie du 5-7, un certain nombre de dispositifs de sécurité ont été mis en place et appliqués sur l'ensemble des boîtes de nuit, et notamment s'agissant des portes qui s'ouvrent, vous savez, qu'on appuie pour pouvoir... Les portes incendie. Et des portes incendie. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'il faut attendre parfois ce genre de tragédie pour qu'on améliore les dispositifs de sécurité. Voilà, c'est la politique de l'instant, effectivement. Gabriel Cluzel. Oui, alors peut-être que moi, je parlerai d'un aspect plus psychologique. J'essaie de me mettre à votre place. C'est un syndrome finalement traumatique que vous éprouvez, encore 55 ans après. Vous parliez de votre fiancé, j'imagine que vous avez perdu des proches. Est-ce que vous gardez une rancœur au fond de votre cœur? Est-ce que vous vous dites, les propriétaires ou je ne sais qui d'autre auraient pu faire mieux, ou sont responsables? Est-ce que vous avez ça au fond du cœur? Est-ce que vous le garderez jusqu'au fond de votre vie, ou est-ce que ça y est, vous avez réussi malgré tout à surmonter cela? Non, je pense que j'ai réussi à surmonter. Là maintenant, ça va. Hein. Bon, vous avez, pour prolonger la question de Gabriel, avez-vous eu besoin d'un suivi psychologique après ce que vous avez vécu? Non, personne. Mais en fait, à l'époque, écoutez, moi, la chapelle ardente, on m'a fait reconnaître des corps, on m'a ouvert le cercueil, on m'a demandé s'il y avait des personnes qui étaient non identifiées. Donc, on m'a ouvert les cercueils, on m'a demandé si je reconnaissais les personnes. Vous aviez quel âge? Vers 18 ans à peu près, 18-19 ans. Donc il s'est passé des choses au 5-7 qui ne se passeront pas à Crans-Montana. Moi, me faire reconnaître des corps, m'ouvrir le cercueil et me dire vous reconnaissez la personne, et quand on vous ouvre le cercueil et que vous voyez un tout petit cadavre, on voit que des os tout calcinés. Moi, c'est ça le pire qui me reste, c'est Et puis les pompiers qui ne savaient pas où aller, c'est moi qui leur ai fait voir l'issue de secours vers le dancing. Quand on a ouvert la porte de secours, il y avait une pile de cadavres de 1 mètre d'eau. Merci beaucoup Pierre Montillot d'avoir été avec nous ce matin. Vous vivez toujours en Isère aujourd'hui, Pierre, ou vous avez quitté les lieux? Non, je suis sur les hauteurs du lac d'Annecy. Bon, très bien. Et je crois que vous êtes artiste, hein, c'est ça? Oui.
Bon, très bien, merci. Merci infiniment Pierre Montillot d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre témoignage. J'aimerais que nous accueillions en direct peut-être Jacques, puisqu'il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si Jacques est toujours en ligne. Effectivement, il est là. Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez choisi de décrocher votre téléphone, Jacques, parce que vous avez 70 ans, vous visez à Lille en ce moment, et en Roumanie, en 2015, il y a quasiment 11 ans désormais, vous étiez à Bucarest, et c'est vrai qu'il y a eu, on s'en souvient, le 30 octobre 2015, un incendie dans une discothèque à Bucarest, et vous aussi, vous non plus, vous n'avez pas oublié. C'est exact, c'était très marquant, j'ai suivi ça à la télévision. Bon, heureusement, je n'étais pas dans la discothèque, mais bon, ça a marqué quand même beaucoup les gens. Et je vois que ça se répète actuellement, ça s'est répété maintenant en Suisse, même incendie avec des artifices et... Alors, de mémoire, quand même, il y a eu donc lors de ce 30 octobre 2015 à Bucarest, dans cette discothèque collective, il y a eu 64 morts et environ 150 blessés. Et c'est vrai que j'imagine que vous étiez alors à Bucarest ce jour-là et vous avez, j'imagine, encore des souvenirs des différentes opérations, des secours, et tout cela était, j'imagine, très compliqué à vivre pour vous. Eh bien écoutez, oui, mais bon, je retrouve les mêmes commentaires maintenant en 2025 que ce qu'on a pu entendre il y a passé 10 ans en Roumanie. Ouais. C'est la même chose. Merci beaucoup Jacques, merci énormément d'avoir décroché votre téléphone pour être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On va se quitter l'espace de quelques secondes dans un instant et... juste après le journal de Pierre Vesque, nous parlerons des débordements du Nouvel An. Le bilan est quasiment définitif. Il s'est affiné. Conclusion, encore plus de voitures brûlées par rapport à l'an dernier, plus de violence également. Et cela, nous le développerons avec nos débatteurs autour de la table. Je remercie aussi Michel Chevalet d'avoir été parmi nous. Michel Chevalet, journaliste scientifique dont on est à chaque fois preneur des nombreuses lumières sur les différents sujets, pas seulement dramatiques, mais les autres plus joyeux. Merci infiniment Michel Chevalet d'avoir été parmi nous.